Bonsoir. Maître Emmanuel Sim est le troisième vice-président du MRC. Avocat au barreau du Cameroun, on peut dire de lui qu'il défend des causes perdues. Opération Épervier, droits de l'homme, crise anglophone, voici quelques axes de ses plaidoiries devant les tribunaux. Figure de proue du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il fait partie de ceux qu'on qualifie de modérés au sein de la formation politique de Maurice Kamto. Seulement, au moment où certains cadres, ou du moins au moment où certains observateurs semblent voir une fronde entre des cadres de ce parti politique, Maître Sim s'engage ce dimanche à dire ce qu'il en est, tout ce qu'il en est, et il va donc s'exprimer sur ce sujet et bien d'autres, lui qui est d'ailleurs présenté comme étant la tête de file des frondeurs. Maître Sim, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député Tongo, et merci de l'invitation. Merci d'être des nôtres, nous sommes évidemment heureux de vous avoir, mais avant d'élaborer peut-être toutes ces questions-là, évoquons un sujet qui vous concerne un peu, hein, l'arrière-pays, votre village, chez les Banais, Nandiki, par là, entre autres. La forêt des Baux fait grandement l'actualité ces dernières semaines. On a vu par exemple l'honorable Samuel Motte monter au créneau pour essayer d'expliquer ce qu'il en est. De l'autre côté, on voit Serge Espoir Matomba, on voit la chefferie traditionnelle se mobiliser simplement parce que le classement dans le domaine privé de ces terres, les Banais militent pour l'unité forestière de leurs terres, mais désapprouvent un éventuel établissement de titres fonciers sur ce domaine-là, ce qui crée la polémique. Hein. Qu'en est-il exactement? Je dois vous dire, monsieur Tongo, que je suis ce soir très attristé de devoir parler de ce dossier. Il s'agit en effet ici d'un peuple, les Banais, qui depuis 60 ans bientôt a un conflit historique avec l'État du Cameroun. C'est un peuple qui, dans son pays, est devenu apatride. C'est un peuple qui a été déplacé par un acte administratif en 1963, pendant la période des revendications post-indépendance, et l'État du Cameroun avait promis à nos parents et nos grands-parents de les remettre sur les terres, mais au préalable qu'il fallait qu'ils les quittent, le temps qu'on puisse éradiquer ce qu'on appelait à l'époque les maquisards. Nos parents ont quitté leurs terres. Ce n'était pas de gaieté de cœur. Je peux vous dire que mes parents avant m'ont raconté qu'un matin, des militaires sont venus, des Saras, c'est-à-dire ces militaires tchadiens, grands noirs, avec des balafres, leur ont demandé de quitter leur maison. Ils ont pris seulement leurs enfants et les militaires ont mis le feu à leur maison. Ils sont sortis pour aller se retrouver dans ce qu'on appelait à l'époque les regroupements. Il y en avait à Bonepoupa, Andiki et ailleurs. Sauf que l'État du Cameroun n'a pas tenu à sa parole et n'a pas ramené nos parents sur leur terre. Pire, des décisions ont été prises qui leur interdisaient, par une espèce d'état d'urgence, de rentrer chez eux. Les Banais du Nkam sont concernés à Yingui, les Banais du Mbam sont concernés en Dikinmeki. Donc nous autres, nous sommes depuis ces années-là en exil dans notre propre pays. L'État devait nous ramener sur nos terres. Il ne l'a pas fait. Après 60 ans, qu'est-ce qu'on apprend? On nous apprend que nos terres vont faire l'objet d'un classement dans le domaine privé de l'État. Je me demande si nos frères qui soutiennent ce projet comprennent même de quoi il s'agit. Lorsque des terres sont classées dans le domaine privé de l'État, cela veut dire que cette propriété ne nous appartient plus. L'État peut faire de ces terres ce qu'il veut. Il peut les vendre de gré à gré. Il peut les vendre, même aux Chinois. C'est déjà pour l'État une propriété privée. Il peut les affecter à une exploitation par des sociétés étrangères ou camerounaises. Bon, il peut en faire ce qu'il veut, loin absolument des désirata des populations locales. Ça devient pour lui un terrain privé. Et lorsque le décret de 14 juillet 2020 est signé par le Premier ministre du Cameroun, et que je lis ce décret, l'article 3 dit que nos droits à nous, les Banais, consistent simplement à venir cueillir le Hekok, qui est une
herbe très appréciée chez les Banen, à venir ramasser les déchets de bois. Et ce décret nous traite de riverains. Cela veut dire quoi? Que nous sommes des Banen, un peuple autochtone dans ce village qui a toujours vécu là, avec à l'époque une densité qui était la plus grande dans cette région. Et le décret nous considère désormais comme des riverains. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, ce terrain lui appartient. Nous sommes seulement des voisins désormais et on peut venir cueillir des légumes et tout le reste. C'est un peu comme si, pour schématiser, un peu comme si un homme avait un titre foncier et la petite voisine qui a les bananiers sur ce terrain est tolérée de les récolter en attendant que celui qui a le terrain puisse en faire ce qu'il veut. C'est de ça qu'il s'agit. Alors les démarches idoines pour réparer éventuellement cela, je veux dire que vous semblez prendre l'opposé de certains évidemment qui souhaitent que ce terrain-là, cette terre-là rentre dans le domaine privé de l'État. Qu'est-ce que vous entendez faire pour ne pas y parvenir? Non, écoutez, tout à l'heure vous avez dit que les Banen sont favorables à l'UFA. Je ne sais pas de quel Banen il s'agit. Moi je suis un Banen, je suis un Mounen, je suis un Ifei, et nous sommes des milliers de Banen à être vent debout contre ce projet. Nous avons commencé à saisir les autorités politiques du Cameroun jusqu'au plus haut niveau. Nous allons introduire des procédures judiciaires dans les heures ou les jours qui viennent. Monsieur le député Tongo, on ne peut pas privatiser nos terres pendant qu'on nous a laissés dehors pendant 60 ans. On ne peut pas, et le droit international interdit, faire des Camerounais, des expatriés, des apatrides dans leur propre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? C'est très simple. L'État doit d'abord honorer son engagement premier de 63, c'est-à-dire de nous ramener, de nous aider à revenir sur nos terres. J'entends les gens dire, mais rentrez chez vous, mais ils ne savent pas de quoi on parle. C'est devenu aujourd'hui une forêt. Mais pour moi, Maître Simé, pour les autres, ce n'est pas une forêt. C'est nos terres, c'est notre cordon ombilical, c'est nos tombes. C'est là que nos grands-parents et nos aïeux sont enterrés. Eux, ils voient que c'est une forêt, mais ce n'est pas une forêt, c'est nos villages. Maître Simé n'a pas de village. Au Cameroun aujourd'hui, si cela se produit, donc c'est devenu en fait une forêt. L'État doit nous aider, donc, au préalable, à rentrer chez nous. Mais ça suppose deux conditions. La première, il faut un vrai plan d'aménagement de ces territoires. Il faut que l'État nous dise, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qui est possible, voilà ce qui n'est pas possible de faire. Mais avant ça, il faut bien qu'on fasse ce que j'appelle une cartographie. Monsieur Tongo, voyez-vous, on nous montre une forêt, 108 000 hectares, très bien. Sauf que les Banen ne savent pas aujourd'hui, parce qu'ils sont tous sortis depuis 1963, les gens de ma génération ne peuvent pas savoir la limite qu'il y a entre le village de Bassokok et de Bassaben ou entre Ndibilik et Ndegbosiomi. On ne peut pas savoir aujourd'hui. Donc il faut refaire une vraie cartographie, recenser les Banen et savoir donc comment on va les réinstaller. Parce que pour eux, ils voient la forêt, ils voient les arbres. C'est bien qu'on coupe les arbres. Ça peut aider le Cameroun, lui faire des ressources. Mais peut-on de cette manière accepter que des Camerounais soient mis de côté alors qu'ils ont des droits ancestraux? Mais ce que les gens ne savent même pas. Quelques années plus tôt, on voulait faire de cette forêt des Beaux un parc animalier. Ça veut dire qu'on devait faire pareil. On protège les gorilles qui sont chez nous, les gorilles avec lesquels on a toujours vécu en bonne intelligence parce que nous ne les mangeons pas. Donc on voulait faire un parc, protéger les gorilles et non pas les citoyens camerounais. Nous nous sommes opposés, l'État a reculé. Et je pense que le président de la République, aujourd'hui, est au courant de ce dossier. Je l'interpelle comme président de la République pour qu'il sache ce qui se passe. Nous sommes en train d'être aujourd'hui des apatrides au Cameroun. Nous ne voulons pas de ça. Et je veux les explications qu'on me donne. Il semble qu'on va devenir riche, qu'on va couper les arbres, qu'on aura les écoles. Je pose la question à mes frères qui disent ça, de me dire, dans ce pays, quel est le territoire camerounais ayant eu les UFA qui soient développés. Lequel? Les UFA ont développé quel endroit au Cameroun? Mais tenez, s'il y avait vraiment
une évolution attendue par les UFA, l'Est Cameroun serait la région la plus développée du Cameroun. Le Sud aussi, parce qu'on prend du bois là-bas depuis longtemps, mais j'étais encore à l'Est en décembre dernier, j'ai vu la misère à l'Est où on exploite de l'or, du diamant, d'autres minéraux et du bois. Mais les gens sont restés dans la pauvreté. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit naïf ou qu'on refuse de voir la réalité. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de dire à l'État du Cameroun, nous voulons nous asseoir, nous voulons qu'on se parle ensemble et que nous disions ce qu'il y a de mieux à faire pour nous. On ne nous apprend pas en mars 2020 par un avis qu'on a surpris d'ailleurs de manière un peu hasardeuse que notre terre sera classée et qu'on nous dise que oui, allons-y pour nous faire rêver. Nous ne rêvons pas, nous voulons des choses concrètes et c'est maintenant qu'il faut qu'on les demande et qu'on puisse les obtenir. Pour sortir de cette question, vous faites bien de citer la région de l'Est, mais n'est pas seule. On voit la même problématique des revendications de terres dans le littoral. On parle du centre. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui fait problème? Je veux dire, comment en est-on arrivé là? Comment peut-on en sortir? Il y a au Cameroun une vraie question foncière. Cela est évident aujourd'hui. J'ai lu des articles sur la vallée du Ntem et d'autres endroits que vous citez. Oui, il y a une question foncière aujourd'hui. Les Camerounais sont protégés par les textes internationaux qui régissent les populations autochtones. Vous n'allez pas aller dans une région où il y a des gens qui depuis des millénaires y ont toujours vécu et leur dire, écoutez, vos terres seront vendues ou seront transformées en ceci ou en cela, sans que cette personne ait été en amont consultée et qu'on ait pu se trouver avec ces personnes-là, ces populations-là, des chemins de sortie. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et je dis, le président de la République, je pense que ce décret qui a été pris il y a quelques jours a été pris un peu trop vite, parce que nous avons quand même averti le ministre des Forêts de ce que ce n'était pas une bonne décision à prendre, mais il est passé en force. Je ne veux pas que cette affaire-là soit personnalisée. Nous n'avons pas affaire à des frères qui peut-être ne comprennent pas. Nous avons affaire simplement au gouvernement camerounais qui doit tenir ses paroles, tenir sa parole, je vais dire, nous ramener chez nous et ne pas privatiser nos terres. Il y a des modalités qu'on peut utiliser, tout le monde le sait. On peut faire les forêts communautaires, par exemple. Les forêts communautaires permettent d'exploiter le bois, mais en ayant à l'intérieur les populations autochtones de la zone. Ce qui se passe, je vous dis, je le répète, que tout le monde le comprenne. Merci. Le comprenne en privatisant nos terres, on nous enlève la moindre parcelle. Ça veut dire que si moi je meurs aujourd'hui, pour qu'on m'enterre en Dikma Sokok, d'où je viens, il faudra que l'État donne l'autorisation pour qu'on m'enterre chez moi, ce terrain étant devenu un terrain privé pour l'État du Cameroun. Je vous suggère qui est posé et je pense que je m'attaque dessus parce que, comprenez, absolument. Je suis né... Ça fait d'ailleurs partie de l'actualité. Je suis né à Petit Ebamba, en Sénégal-Maritime. J'ai enterré mon père là-bas, et ma mère d'ailleurs, en Sénégal-Maritime. Mon rêve ultime, si Dieu me donne la vie, c'est de prendre le reste, de les enterrer là où mon grand-père, qui s'appelait Sim, a été enterré. Merci. Et personne ne peut m'empêcher, ni à moi, ni aux autres Banènes que je salue aujourd'hui, qui sont encore en brousse. Monsieur Matomba, le chef Yetina, sont en ce moment encore dans la forêt pour essayer de se battre pour que nos terres ne nous échappent pas. Je les salue vraiment pour leur combat. Revenons sur les questions purement politiques. C'est la politique aussi, vous savez. À la fin, tout est politique parce que le président doit intervenir et donc au-delà tout est politique. De l'avocat que vous êtes le troisième vice-président du MRC. Le MRC, vous le savez, a initié depuis quelques mois déjà une opération d'assistance aux populations atteintes par la Covid-19. Cette semaine, l'opération Survie Cameroun poursuit évidemment son activité de remise des dons. Après Douala, ceux qui s'en occupent sont allés du côté de Ngaoundéré, où je vous suggère de voir exactement ce qui s'y est fait en termes de dons des produits Survie Cameroun. Suivez plutôt. C'est le tour de l'hôpital protestant de Ngaoundéré de recevoir les dons de Suivi Cameroun Survival Initiative dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.
Un paquet constitué d'équipements de protection du personnel médical et médicaux pour les malades atteints de la Covid-19 et d'autres pathologies. Il s'agit là notamment des gels hydroalcooliques que nous avons remis, mais aussi des masques barrières. Il y a également du matériel qui permettra une meilleure prise en charge des malades. Il y a notamment des concentrateurs d'oxygène, nous en avons apporté 2. Il y a aussi un électrocardiogramme automatique, il y a un tensiomètre automatique et un saturomètre. Autant d'équipements qui permettront soit d'administrer aux patients les médicaments dont ils ont besoin, soit alors d'assurer un monitoring de ces patients-là lorsqu'ils sont pris en charge. Classé au 2e niveau des infrastructures sanitaires au Cameroun, l'établissement confessionnel a 216 lits, 131 personnels soignants, soit 5 médecins. Les responsables du dit centre se disent satisfaits d'être comptés parmi les bénéficiaires de l'initiative. Si Survie Cameroun a pensé à notre hôpital, cela voudrait dire que de loin, on a vu que l'hôpital de Ngaoundéré peut faire quelque chose et a besoin d'être soutenu. Nous sommes parfaitement satisfaits et nous nous sentons honorés. La remise de dons a lieu ce 4 août 2020 à Ngaoundéré, chef-lieu de la région de l'Adamawa. Le même exercice a déjà été fait dans d'autres villes, entre autres Douala, Fumban et Bertoua. Monsieur le 3e vice-président, êtes-vous la tête de file d'une fronde contre le président Maurice Kamto? Vous le savez, d'aucuns parlent au sein du MRC de certains cadres. Et en cela, je voudrais reprendre un extrait de l'article de Béchi Benyamin de Jeune Afrique, l'édition du 24 juin 2020, je le cite. La vice-présidente du directoire des femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'avocate Michel Ndokis, souhaitait briguer la députation dans sa ville natale de Douala. Mais elle a dû renoncer à son ambition. Elle n'a pas encore démissionné, mais elle a pris ses distances avec ses amis politiques. Elle s'est même rapprochée du pouvoir par l'entremise du ministre du Travail, Grégoire Ouna, qui est aussi le numéro 2 du parti présidentiel, le Rassemblement démocratique peuple camerounais. Michel Ndokis, évidemment, tout comme Célestin Djamène, font partie de ceux-là dont on estime, dont on pense, dont on voit une forme de colère après le retrait de Maurice Kamto, alors du MRC, des dernières élections législatives et municipales. Avez-vous déjà digéré cette phase-là, cette non-participation aux élections locales? Vous demandez à qui? À moi? Bien sûr, Non, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir que le boycott est derrière nous. La décision a été prise, elle a été assumée et nous devons regarder devant désormais. Nous devons regarder devant et nous dire, nous, les membres du parti, on ne peut pas passer toute la vie à discuter d'une décision qui a déjà été prise. Février 2020, c'est désormais derrière nous. Par contre, je vais dire ceci. Nous sommes un parti politique qui est composé des Camerounais de tous horizons. Nous sommes un parti politique arc-en-ciel. Nous sommes un grand parti politique. Et nous devons, nous, au MRC, admettre que quand un parti a grandi, il va forcément y avoir des points de vue différents. Des points de vue différents. Il va forcément y avoir des appréciations différentes. Des stratégies qui ne sont pas les mêmes sur un problème précis. On ne peut pas penser qu'il y aura l'unanimisme dans le MRC. Et donc, moi, je comprends très bien nos camarades qui ont exprimé qu'ils n'étaient pas d'accord pour le boycott. C'est leur droit de l'exprimer. Même si on n'est pas d'accord, parce qu'on est un parti démocratique, on doit pouvoir laisser ceux qui ne sont pas d'accord le dire. C'est le basique. Et en ce sens, je ne comprends pas que certains d'entre nous, de nos militants, aient pu tirer à boulet rouge sur M. N'Djamène ou sur Mme Ndoki. Je n'ai pas compris. C'est le droit. Et si on empêche à des militants, de sur quoi des cadres, d'avoir une opinion, je dis, on se met en danger nous-mêmes.
Et j'aime toujours dire cette phrase que j'ai dite lorsqu'on a attaqué cette personne, que le président du MRC a écrit un livre, et il y a très longtemps, 1993, qu'on appelle l'urgence de la pensée. Ce n'était pas l'urgence de la pensée unique, c'est bien l'urgence de la pensée. D'accord. Et le président Kamto, je pense, n'est pas une personne qui puisse interdire que sur des sujets précis, on ne soit pas d'accord. Je peux vous dire qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le combat que nous menons ensemble. C'est l'objectif que nous visons. Quel est le projet du MRC? Qu'est-ce que nous voulons faire? C'est ça qui nous importe. D'accord. Vous dites la politique, du moins que les élections sont désormais derrière vous. C'est une autre façon de dire la stratégie du non au hold-up est désormais terminée, on passe à autre chose? Non, je n'ai pas dit ça. Écoutez, je parle des élections municipales et législatives. Vous pensez présidentielle certainement. Non, mais M. Tongo, le non au hold-up ne peut pas être arrêté. Le non au hold-up, c'est un combat permanent que je mènerai encore ce soir, ici, dans ce studio de télévision. Pourquoi? Les lois camerounaises qui régissent les élections sont en elles-mêmes un hold-up permanent. Et il faut se battre contre cela. Nous demandons depuis longtemps, et beaucoup d'autres avec nous, que l'État du Cameroun, notre gouvernement, mette en place un système électoral consensuel. Cela veut dire que nous puissions nous asseoir, le gouvernement, la société civile, les partis politiques de l'opposition, pour décider ensemble du cadre électoral qui va désormais régir le choix de nos dirigeants. Et ça, c'est compliqué à faire. Nos amis qui nous gouvernent prétendent être les plus forts. Ils disent être imbattables. Mais qu'est-ce qui leur fait autant peur de s'asseoir avec les Camerounais que nous sommes, de parler en frères et en sœurs et de mettre en place un système électoral qui permette précisément que demain, il n'y ait pas de contestation après les élections. Qu'est-ce qui est compliqué? Donc, le non-hold-up, c'est une quête permanente. Tant que ces lois ne sont pas changées, nous nous battrons parce que le hold-up, celui de 2018, est derrière nous, d'accord. Mais il y a encore un qui se prépare. Parce que si on ne change rien, on aura bientôt encore notre hold-up. C'est ça que je veux faire bien entendre. Est-ce que ce sont dissonants qu'on entend au sein du parti et que certains de vos militants n'arrivent pas à comprendre? N'est pas aussi le signal ou alors un argument qui donne à ceux qui pensent que Maurice Kamto est le Dieu tout-puissant du MRC, que dès qu'il a parlé, personne d'autre ne peut rien dire. D'aucuns pensent d'ailleurs que Maurice Kamto était celui qui a seul décidé, bien que il y a une instance du parti qui se soit réunie pour décider de ne pas participer à l'élection, aux élections locales. Mais certains estiment que, et Célestin Diamène parmi, qu'une fois que Maurice Kamto a parlé, on n'a plus rien à dire au sein du parti. Écoutez, M. Kamto ne m'a jamais dit une chose pareille. En tout cas, en ce qui me concerne, si j'ai quelque chose à dire à M. Kamto, je lui dis en face. Si un sujet sur lequel je veux qu'on discute, je vais chez lui, où on s'écrit, on en parle. Non, écoutez, si des militants du MRC pensent qu'un être humain aussi brillant que M. Kamto peut décider de tout seul, eh bien, on va aller tout droit dans le mur. Notre mission, notre rôle, c'est quoi autour de lui précisément? C'est de l'aider à prendre des bonnes décisions, par nos observations, même par nos critiques. Il faut que les militants qui nous suivent, qui me suivent, le sachent. C'est notre rôle, à nous, le directoire, et même aux militants ordinaires, que Kamto cesse à écouter. Quand M. Kamto, le président Kamto voyage souvent dans l'arrière-pays, il reçoit toujours des délégations des militants de base. Il les écoute, il prend en compte leurs observations. Donc, nous devons, nous, savoir qu'on ne peut pas imaginer qu'on dise oui, Kamto est le gourou. Non, il n'est pas le gourou, il n'a jamais voulu être un gourou. Mais j'admets, ça je peux le dire, qu'il y a des militants du MRC, malheureusement, qui tombent un peu dans le culte de la personnalité. Mais c'est aussi un travail à faire, parce que, vous voyez, le parti unique a laissé de grosses marques sur nous, sur tout le monde. Et il faut leur dire
le président Kamto n'a jamais voulu qu'on fasse autour de lui ce culte-là et que ceux qui veulent le faire arrêtent. Parce que si on le fait, on va simplement créer non plus un parti politique qui va marcher, mais on va créer un parti politique qui sera simplement un individu. Et le jour qu'il n'est plus là, la machine va s'effondrer. Je voudrais partager avec vous cet autre extrait d'une déclaration de Célestin Djamène. Je reste convaincu qu'un parti politique a une vocation de créer le choc de l'alternance, à être dans les instances. Quand vous n'avez ni conseiller municipal, ni député, ni sénateur, ni maire, vous êtes écarté des élections présidentielles parce qu'il faut avoir au moins un élu. Vous êtes écarté de tout, donc vous serez réduit à jouer le parti ONG, c'est-à-dire en distribuant des gels et des masques aux populations frappées par le coronavirus. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'image que le MRC donne aujourd'hui, ce parti qui, muet au sein des instances, fait beaucoup de bruit loin des structures de prise de décision? Non, vous voyez, vous me disiez un texte de N'Djamène, mais vous voyez bien que N'Djamène n'est pas exclu du MRC. Il est toujours membre du MRC, absolument, membre du directoire. Il n'a reçu qu'une sanction de la part du MRC, d'accord? Non. Est-ce que son descriptif... Je pense au contraire, non. Je pense au contraire, non. Écoutez, avant d'y arriver, encore que N'Djamène peut lui-même répondre à cette question, mais je vais dire simplement que ce qu'il faut voir en premier, c'est que le MRC doit être un parti démocratique. C'est ce qu'il a voulu être. C'est ce qu'il sera. Et aujourd'hui, si N'Djamène peut dire des choses comme il est dit, et que personne n'exclut, j'ai dit, ça montre que nous sommes un parti démocratique et que nous nous battrons pour ça. Nous nous battrons même au sein du MRC contre ceux qui veulent faire de la dictature au sein du parti. Parce qu'il y a toujours, nous sommes des êtres humains, des tentations individuelles de créer la pensée unique. Mais s'il y a des gens comme ça dans ce parti, on se battra contre eux. Donc, ce qui est dit là montre simplement que oui, il peut y avoir des sons dissonants et qu'on ne tue personne pour avoir ce son dissonant. La question que vous voulez poser, mais écoutez, mais on la pose tous les jours de dire, le MRC n'est pas au Parlement, le MRC n'est pas dans les conseils municipaux, le MRC n'est pas ci, n'est pas ça. Mais l'histoire, on l'oublie très vite. En 1992, le SDF avait bloqué les élections législatives au Cameroun. Des partis comme l'UNDP sont allés. L'UNDP a eu 68 députés en 92. Après 5 ans, 97, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas longtemps de ça. Hein? Le SDF qui n'était pas à l'Assemblée est revenu dans le jeu, a eu, je crois, 38 sièges ou 48 sièges. C'est que dans le contexte actuel... Attendez, non. C'est l'histoire, voyez-vous. Je suis parfaitement d'accord. Je suis avocat, je n'ai pas des faits. D'accord. Et les faits, malheureusement, sont sacrés chez nous, les journalistes. Sont sacrés, sont têtus et sacrés. Donc, ça s'est passé comme ça. Aucune loi ne dit que si un parti n'est pas à l'Assemblée, n'existe plus. Non. Le Cameroun a 300 partis politiques. Et tous ne sont pas à l'Assemblée. Ces partis ne sont pas morts. Ils existent très bien. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, si on est vraiment honnête, c'est notre parti qui donne la météo politique au Cameroun. Vous le savez très bien. On parle du MRC, on parle du parti au pouvoir. Ça se passe toujours comme ça. D'accord. Toutes les fois que nous faisons une sortie, les ministres de M. Biya la reprennent et ils font des communiqués, tout le reste. Cela dit... Ils ne font cela pour personne d'autre. Donc le MRC aujourd'hui apparaît, et c'est la vérité, comme la force d'opposition qui est dans notre pays. Le MRC annonce le boycott des prochaines élections et très vite on pense certainement les plus proches, les élections régionales, qui évidemment sont ciblées. Hein. Ce n'est pas tous les acteurs qui y prennent part. D'ailleurs, le corps électoral est connu, conseillers municipaux et le corps des chefs traditionnels. Je vous dis, de quels moyens dispose le MRC aujourd'hui pour empêcher qu'une élection se déroule au Cameroun, d'autant plus que Maurice Kamto, lors d'une de ses dernières sorties assez récentes, a dit que le MRC, dans la paix, loin de faire un coup d'État, s'organisera pour qu'il n'y ait plus d'élections au Cameroun tant que le code électoral actuel et la crise anglophone le code non changé et la crise anglophone non résolue. Vous demandez de vous dire ce qu'on compte faire? Bien sûr. Notre stratégie? Pourquoi pas? À la télévision? Pourquoi non, pas? Écoutez, je pense qu'il faut toujours dire ce qui est dit entre les lignes. Le combat, je l'ai dit tout à l'heure, que nous devons mener dans ce pays, c'est un combat pour le changement
des textes qui régissent la matière électorale. Nous nous battons tous les jours pour cela. Et il y a des combats que vous pouvez voir qui sont sur la scène publique, mais il y a des combats qu'on mène en arrière-plan pour des raisons stratégiques. Je ne vous le dirai donc pas tout ce qu'on fait. Vous comprendrez que comme responsable du parti, comme vice-président, que je ne vous le dise pas. Par contre, la question qui est posée me semble un peu bizarre parce qu'il est évident que l'élection régionale qui, nous dit-on, est attendue ne peut pas nous concerner. N'empêche justement que vous annoncez qu'elle n'aura pas lieu. Parce que nous n'avons pas de conseils municipaux. Et or, c'est les conseils municipaux qui votent. Mais vous annoncez qu'elle n'aura pas lieu. Mais je vous dis, M. Tongo Dipita, qui vous dit qu'elle aura lieu? Je ne vais pas vous dire tout ce qu'on est en train de faire en arrière-plan. Voilà. D'accord. Alors, on va peut-être prendre d'abord le reportage qui va suivre dans une minute pour terminer cette première phase concernant le MRC. En d'autres termes, vous dites... Avant de sortir... Non, on ne sort pas, on revient parler peut-être de suivi Cameroun également après le reportage, mais en un mot, on a également vu, par exemple, Paul Éric Quingin, qui était votre allié, lors des élections présidentielles, monter au créneau, dénoncer, d'ailleurs annoncer un livre assez prochainement, il parle du mois d'avril, qui dira ses secrets avec Maurice Kamto. On a parlé de Célestin Jamen. Vous dites finalement, tout ce monde, ils ont tort, ou alors c'est un excès de quelque chose d'inachevé? Non, je voudrais ce soir dire un grand bonjour à Paul Éric Quingin. J'ai eu un très grand plaisir à le défendre comme avocat pendant 9 mois. J'ai été le voir à la prison pratiquement tous les jours. J'ai été le voir avant au GSO, il avait été incarcéré illégalement avec les autres. C'est moi qui porte sa requête d'habeas corpus au tribunal de grande instance de Yaoundé. J'ai eu le temps de le côtoyer très longtemps et je dis c'était un grand plaisir d'être son avocat. Et je l'ai fait, il faut le dire, de manière gracieuse parce que je n'ai pas demandé l'argent. Je suis aujourd'hui content pour lui parce que son rêve d'être maire, il est maire. Donc je lui souhaite le meilleur. C'est tout ce que je peux dire de lui. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Voilà. Le reportage qui va suivre à présent va... Monsieur Tongo, avant de sortir, vraiment je dois le dire avant de partir de cette émission, même si on termine par là, on terminera par là. Vous parlez de fronde maintenant. Oui. Non, je vais dire ceci, vraiment je vais terminer par là. C'est très important ce que je vais vous dire. J'ai pu entendre des gens dire, même dans l'article que vous avez lu de Jeune Afrique, vous n'avez pas tout lu. Absolument, c'est un extrait. J'ignore pourquoi vous n'avez pas tout lu, mais il fallait tout lire. Dans cet extrait, il est écrit que Maître Sim serait le patron... Je l'ai dit à l'entrée de l'émission. Des frondeurs. Non, je veux dire ceci. À ceux qui peuvent aller faire écrire des choses pareilles. Moi, Maître Sim, je n'ai pas de leçons d'opposition à prendre, non de qui que ce soit, de personne. Je n'ai aucune leçon de résistance à prendre dans ce pays, de personne. En 92, j'étais très jeune, j'ai voté contre Paul Biya. J'ai lancé les pierres à Douala, en 90, pour demander, pour nous battre pour que notre pays soit démocratique. En 2002, j'ai été élu dans l'opposition comme conseiller municipal du SDF. J'étais candidat aux élections législatives en Sénégal-Maritime, où mes parents sont enterrés, où je suis né, et qui est une terre que j'adore. J'ai, en 2008, M. Tongo, c'est très important, lorsque la révision constitutionnelle est annoncée, on a envoyé dans les rues des jeunes militaires pour tirer sur les Camerounais. On a arrêté plein de Camerounais. Vous étiez de ce combat? J'étais de ce combat. J'ai défendu tous les jeunes à Ekono et ailleurs qui avaient été arrêtés. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, vous ne serez pas celui qui va mettre... vous n'êtes pas celui qui est le caillou dans la chaussure de l'opposition, encore moins du MRC. Et j'ai fait tous ces combats-là de défense dans des dossiers, même où je n'ai pas demandé un franc. D'accord. Et je l'ai fait parce que je pense que j'ai un combat à mener, j'ai une foi dans ce combat
Et ça peut m'étonner que des gens écrivent des choses pareilles en y mettant mon nom. Parce que, voyez-vous, on peut salir les gens aussi facilement en oubliant les combats qu'ils ont menés. Et tout ce que j'ai gagné, M. Tongo, je vais vous dire. Vous parlez de vos combats. Je n'ai pas de fortune. Tout ce que moi j'ai gagné, je l'ai donné aux gens. Je n'ai rien gardé pour moi. Merci. Et j'ai défendu 90% de ces personnes-là sans jamais rien leur demander. Vous parlez des combats que vous menez. Les militants, je les remercie. Je voudrais qu'on aborde une autre question. Oui, si vous voulez. C'est compris, merci. Bon. Je voudrais qu'on aborde une autre question. Celle-là qui concerne évidemment la crise anglophone. Je vais demander l'indulgence de Ringando pour qu'on passe plutôt au reportage qui concerne Thomas Takem, ce prisonnier séparatiste incarcéré à Yaoundé, qui malheureusement est décédé cette semaine. La presse en a longuement parlé, nous aussi. Et on revient en reportage pour revivre cet élément-là et comprendre les contours, ce qui introduirait effectivement cet autre volet que porte Maître Sim, la défense des séparatistes, entre autres, des personnes qui font face aux questions de droits de l'homme également. Suivez plutôt. L'image fait le tour des réseaux sociaux depuis le... Ancien pensionnaire de la prison centrale de Yaoundé, Thomas Ngagno Tangem est décédé, menotté à son lit d'hôpital. La nouvelle de son décès a été rendue publique par l'équipe de communication des leaders séparatistes détenus dans la même prison. Selon Maître Nicodemus Amungwa, leur avocat, Thomas Ngagno Tangem agonise en effet depuis plusieurs mois sans recevoir de soins. M. Tangem est malade depuis 5 ans à la prison centrale de Kondengi. Les autorités ont refusé de lui donner l'accès pour les soins adéquats. Et puis, on a fait sortir de la prison quand lui il était déjà presque fini. Bon, M. Tangem est sorti dans un état de comatose, on dit en anglais. Hier, il y a eu un petit mouvement d'humeur à Kondengi à cause de ça. Le régisseur n'a pas eu honte de faire déclarer aux gens qu'on appelle les prisonniers de conscience empoisonnés des Southern Camerouniens. Ils se sont soulevés, il les a dit qu'ils n'étaient pas au courant que l'état de santé de M. Tangem était aussi dégradé. Accusé d'être l'un des instigateurs des mouvements ayant provoqué la crise anglophone, il a été interpellé le 3 juillet 2017 à son domicile à Bouya dans des conditions controversées. Pour son avocat, les droits de Thomas Ngagno ont été bafoués. Il a été gardé incommunicado pour des mois avant que sa famille était au courant. M. Tangem passait toujours au tribunal avec des multiples renvois. Il bénéficiait toujours des présomptions d'innocence. Ça veut dire qu'un jour, il pouvait même quitter le Kondengi parce que le fait qu'on l'a accusé, on ne voyait rien dedans. Il n'est ni loin, ni près d'être avocat ou enseignant. Et c'est comme ça que la plupart de nos clients qu'on a arrêtés dans le nord-ouest ou le sud-ouest, ils sont la plainte à Kondengi. Comme Thomas Ngagno Tangem, des dizaines de prévenus dans le cadre de la crise anglophone sont toujours en détention préventive dans plusieurs prisons camerounaises. En attendant leur jugement, 9 des leaders de la contestation anglophone, dont Sissoko Ayoktabe, ont déjà été condamnés en 2019 à la prison à vie, assortie d'une amende collective de 250 milliards de francs CFA. Tim, ce reportage nous permet d'introduire un pan de cette émission, évidemment concernant la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je veux dire qu'aujourd'hui, même s'il y a des initiatives, une forme de volonté de négocier, même un appel à la négociation, quand on regarde de l'autre côté les séparatistes qui ne forment pas forcément un, il y a la classe de Ayoktabe, il y a les autres qui sont à l'étranger. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un moyen de pouvoir mettre tout le monde autour de la table et discuter d'une véritable sortie de cette crise? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais avoir une pensée émue pour mon ami Thomas. J'ai défendu ces personnes-là qui sont dans la crise anglophone, dès le début d'ailleurs, avec Congo à bord, Dr Fontem, et puis les autres qui sont venus après. Et les images qui ont fait le tour du monde, je pense, donnent du Cameroun cette image d'une dictature d'une autre époque, je vais dire médiévale,
Comment peut-on mettre des menottes à un malade affaibli, mourant à l'hôpital? Comment peut-on le faire? Il suffisait simplement de mettre un gardien de prison ou deux devant sa porte. Dans son état, il était impossible à ce monsieur de s'enfuir. Il ne pouvait pas. On voit très bien d'autres prisonniers aller à la prison, recevoir leur famille, étant même parfois en bonne santé. Il y en a même un qu'on a fait sortir du pays pour se soigner ailleurs. Mais ces gens sont malades. Thomas Sawa est malade depuis la prison centrale, on ne les soigne pas. Je dis, je suis extrêmement choqué par une telle image. Et M. Tongo, ça repose sur la question, cette question perpétuelle du pouvoir éternel au Cameroun de M. Paul Biya, 38 ans. C'est la question de fond. Quand on est resté aussi longtemps au pouvoir, ce qui arrive aujourd'hui, la crise anglophone... Évidemment que les partisans de M. Biya vous diront que c'est la volonté du peuple et tout le reste, non, écoutez... Depuis 38 ans, c'est le choix... La volonté du Cameroun, après la tripartite, c'était de faire qu'il y ait 2 mandats dans ce pays. On avait réuni les Camerounais dans un dialogue consensuel précisément, et les décisions prises étaient de dire qu'on passe d'un mandat de 5 ans à 7 ans, mais que c'est 2 mandats désormais. Les Camerounais, à travers leurs députés, ont choisi de lever... Le président Biya n'a pas tenu parole. Vous savez, M. Tongo... Les Camerounais, à travers leurs députés, ont choisi en 2008... Le président Biya, à son âge, devait lever ce verrou. On dit chez des Douala, il y a la moto, Ndeye moto. M. Biya était un vieil homme. Il avait donné sa parole. Même s'il y avait eu des appels, il n'avait pas lui à susciter. M. Biya n'est pas le peuple camerounais. Non, c'est lui qui a suscité ces appels. On le sait, et le peuple a suivi. Le peuple a validé. Non, quel peuple? C'est lui qui a voulu. Comment ça, quel peuple? Non, vous savez très bien que, je vous ai dit tout à l'heure que si on fait les élections dans les conditions actuelles 50 fois, le président qui est là pourra les gagner toujours. C'est ça le problème qui est posé aujourd'hui. Donc, il y avait eu un consensus et l'Assemblée nationale qui nous représentait. Maître Sim, vous regardez tout le temps le président qui est là, ce qui est normal. Mais je dis qu'en face, il y a également le peuple qui est là. On a vu au Burkina Faso, on a vu en Algérie, on a vu en Égypte, tous ces peuples qui étaient contre ce qui se faisait. Bon, toute proportion gardée. On voit comment le peuple en Côte d'Ivoire réagit en ce moment. Mais je dis qu'au Cameroun, le peuple est là, le président est là depuis 38 ans. Vous dites que le président n'est pas choisi par le peuple. Ben, je dis que personne ne se soulève, tout le monde semble regarder. La limitation des mandats a été levée. Les gens, ils ont regardé. Le président non, les gens n'ont pas regardé. Les gens se sont allés se battre dans la rue en 2008. Je veux dire, M. Tongo... La preuve, le président est toujours là. Non, mais on a envoyé les jeunes du BIR tirer sur eux. Vous savez, ce qui s'est passé en 2008, c'est ce qu'on appelle instaurer la peur dans le cœur des gens. Moi, j'ai vu ces jeunes gens-là, du BIR. C'était là le début du BIR à l'époque. Ils étaient effrayants. Donc, on les met là pour que le peuple... Les Camerounais ont plus peur que les Égyptiens hier, que les Tunisiens, que les Algériens, que les Burkinabés. Écoutez, je n'ai pas de mon pays, vous savez. Je vous le concerne. On a mis dans le cœur des Camerounais ce qu'on appelle la peur, au point qu'ils ont même parfois peur d'eux-mêmes. Ils ont peur de tout, les Camerounais. Ils ne revendiquent même plus. Même quand ils ont raison, ils se culpabilisent. C'est ça le problème. Et notre système camerounais est comme une table qui a 4 piliers. Il y a donc la peur qu'on a mis dans le cœur des Camerounais. Il y a ce que j'appelle la pauvreté qu'on a rendue normale, la misère. Et quand les gens sont dans la misère, ils acceptent le petit peu qu'on leur donne. Voyez-vous, moi j'étais étudiant, j'étais boursier, mes enfants sont étudiants, n'ont pas la bourse. Donc on crée la pauvreté de manière officielle pour maintenir les gens là-dedans. On crée ce que j'appelle l'ignorance. L'ignorance, en fait, c'est que les gens ne savent même pas d'où ils viennent. Regardez, maintenant qu'il va à l'école, quels sont ses enfants à l'école? Le peuple ignore même sa propre histoire. Pour revenir sur la question séparatiste. Écoutez, non, c'est important. Je vais même par là précisément. D'accord, je vais y arriver par là parce que... Et puis le quatrième... Et l'ignorance, donc, précisément, crée le tribalisme. Un tribaliste, c'est un ignorant qui ne sait pas... Moi, je sors de Boya tout à l'heure. Le tribaliste, c'est un type qui est ignorant, qui ne sait pas que l'autre est lui. Et que l'autre n'est pas l'autre, l'autre est seulement lui. Et le quatrième pilier, c'est la corruption. Donc, la corruption qui permet que, quand il y a élection, on envoie dans les villages les élites, entre guillemets, aller corrompre les gens et payer le vote. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la crise anglophone, précisément, j'en reviens, n'est que le fruit de ce trop long règne de M. Paul Biya au pouvoir. Malheureusement, aujourd'hui,
la question, c'est laquelle? À notre sens, si M. Biya s'en va, les Sissoko Ayok Tabé ne revendiqueront plus un État. Écoutez, si M. Biya s'en va, c'est Récemment, ils diront plus qu'ils veulent un État? Non, écoutez, je suis l'avocat d'Ayok Tabé. D'accord. Il vous l'a dit? Non, je parle avec Ayok Tabé, je parle avec toutes ces personnes incarcérées que je salue. C'est des Camerounais qui ont lutté vraiment pour leur pays et qui ont travaillé pour leur pays. Ayok Tabé est la personne qui avait mis en place le système informatique de la SONEL à l'époque. Il a travaillé en Kaoundéré partout. M. Ayok Tabé, c'est Sissoko. Ayok Tabé vous a-t-il dit que si le président Biya s'en va aujourd'hui, il cesse de réclamer ce que j'ai dit, un État ambazonien? Écoutez-moi, M. Tongo, ce que j'ai dit, c'est que si le président Paul Biya part aujourd'hui, et je pense qu'il peut le faire, il peut décider d'organiser de nouvelles institutions, une nouvelle constitution, code électoral, pendant 2 ans, et partir pour qu'on choisisse des nouveaux dirigeants. Si ça se fait comme ça, ceux qui vont venir vont parler à Ayok Tabé. Parce que nous, si nous gouvernons demain ce pays, nous le MRC, donc on leur parlera. C'est pas garanti que si le président Biya part aujourd'hui, Ayok Tabé cesse de réclamer la... Non, je dis la moitié au moins de la question sera résolue. Je veux dire au moins la moitié. Parce qu'en fait, ces gens considèrent... Mais n'êtes-vous pas convaincu que justement, la présence du président Biya, c'est parce qu'il y a également une autre frange de la population qui se dit que le président doit rester là. Autrement, cette population, et je le demandais tout à l'heure, ce serait lever depuis et le faire partir, comme ça se voit ailleurs. Je vous dis que les gens ont peur. La peur n'est pas l'apanage des gens dont vous parlez. Lorsque les Camerounais disent qu'il y a 6 millions d'inscrits au Cameroun, 6 millions d'inscrits seulement, et qu'on vous dit que 40% ont voté, sur ceux qui votent 40%, il y a nous 11% qui votent pour M. Biya. Nous sommes 25 millions. En réalité, c'est que ceux qui vont choisir le président qui est là aujourd'hui, avec tous les fraudes qu'on connaît, ne sont pas 2 millions. Et donc, justement, 23 millions regardent et ils acceptent. Mais oui, mais c'est ça qu'il faut voir. N'acceptent pas, ils ont peur. Prenons notre stop. Je dis, M. Tongo, je vais dire aux Camerounais aujourd'hui, à ce peuple devenu, qui regarde précisément, que ni Kamto, ni Sim, ni personne ne va le libérer. À notre stop. C'est à lui-même de se libérer, soit par les élections, soit autrement. Mais personne dans le monde n'a libéré un peuple, c'est lui-même qui doit le faire. Vous le savez certainement. Je le dis aux Camerounais aujourd'hui, c'est à eux de le faire. Le peuple Bafo dans la région du Sud-Ouest connaît son nouveau chef, Sa Majesté Fon Mokete Fort Ekoko a été installé récemment et présenté aux autorités administratives de ce côté-là. C'était à l'occasion d'une cérémonie qu'a présidé le sous-préfet de la localité et entouré des dignitaires de cette chefferie. Je vous suggère ce reportage. This is our new Fon, the paramount chief of all the Bafors. Devant l'autorité administrative, c'est lui le nouveau chef des Bafors, peuple de Kumba, c'est dans la région du Sud-Ouest. Rassemblés au palais royal des Bafors, les administrateurs parmi lesquels le préfet du département, les sous-préfets des arrondissements, le maire de la ville et le sénateur Victor Moukete, il a été demandé aux différentes familles Bafors de se concerter et de présenter leur nouveau chef. Après un conclave à huis clos, Sa Majesté Ekoko Moukete a été présenté. Selon le chef sortant, c'est fort de son expérience qu'il a désigné un de ses fils. Pour lui, c'est le début d'une nouvelle administration pour Kumba et les tribus Bafors. Le préfet du département de la Mémé, qui a salué la maturité de ce peuple, a promis de revenir pour le couronnement du nouveau chef suprême, Sa Majesté Ekoko Moukete. D'abord, le père. Encore 2 mots, du moins 2 questions cruciales. Vous parlez du tribalisme tout à l'heure, avant de revenir peut-être sur les relations chefferie traditionnelle et l'administration. Et vous le savez, sur les réseaux sociaux tout au moins, beaucoup estiment que le MRC fait partie des éléments, ou alors les militants du MRC, ils font partie de ceux qui sont parmi les véritables activistes en termes de promotion du tribalisme, de dénigrement des autres. Vous reconnaissez dans ce schéma-là, du moins vous en tant que parti, Maître Emmanuel Sim. Mais qui dit des choses pareilles? C'est nos adversaires qui le disent.
Le pouvoir de Yaoundé, depuis 8 ans, s'est donné pour mission de présenter le MSC comme un parti tribal. C'est leur mission. Ils ont tellement essayé de le faire. Ils ont utilisé leurs intellectuels, entre guillemets, dans des émissions de dimanche, pour dire qu'on a une tontine, qu'on a un parti Baham. Ah, mais ça ne marchait plus. Qu'on a un parti Bamleke, ça ne marchait plus. Non. Le pouvoir essaye de toutes ses forces, précisément, de dire qu'on est un parti tribal, que nous ne sommes pas, que nous ne serons jamais. Monsieur Tongo, je suis fondateur du MRC. Je suis membre fondateur de ce parti. Le défi premier qu'on s'est posé, c'est que le MRC serait un parti national où on arrêtait toute l'affaire. C'était le combat de départ. Et nous avons réussi à faire aujourd'hui du MRC un parti national qui est partout. Mais on continue encore à dire qu'on est un parti tribal. Non, le tribalisme n'est pas né avec le MRC. Tout le monde le sait. L'autre image qui vous colle? Non, malheureusement, je dis, nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux les personnes qui instigent le tribalisme. Au contraire, le discours du président Kamto et mais ça, c'est le discours officiel. Non, mais M. Tongo, il faut retenir le discours officiel. Si un militant du MRC pose un acte de tribalisme, nous, on le dénonce. D'accord. Parce que précisément, il n'est pas dans les clous posés par le président lui-même. Autre élément qui semble s'accrocher à votre image et dont vous avez peut-être du mal à vous en défaire, les activistes de la base, on voit tout le temps, quand ils font des mouvements, c'est porter tout haut l'image de Maurice Kamto, descendre tout bas celle de Paul Biya. Et le MRC a du mal, assez souvent, de prendre des distances vis-à-vis de la base. MRC basse, ça résonne bien dans vos oreilles? Écoutez, M. Tongo, je vais vous faire une révélation. J'étais à Paris en octobre 2019 pour un voyage personnel et j'ai rencontré Kalibi Kalibro. Je lui ai parlé et d'autres gars de la base. Et je leur ai dit, vous êtes des activistes, nous sommes un parti politique. Il est évident que notre combat vise au changement du système au Cameroun, pas seulement d'individus. Parce que le président Biya peut partir aujourd'hui et on a quelqu'un de pire encore que lui. Et un système encore plus rude, plus dictatorial. Donc, c'est le combat qu'ils mènent. Mais eux, c'est des activistes, ils ont leur méthode. Nous sommes le MRC, on est un parti politique, on agit dans le cadre de la Constitution et de la loi qui régit les partis politiques au Cameroun. Maintenant, si les gens aiment Kamto Maurice, qu'est-ce que moi je peux y faire? Qu'est-ce qu'il peut y faire si les gens l'aiment? Dites-moi, franchement. Là, vous dites que vous l'avez rencontré justement, c'est peut-être ces échanges-là qui donnent l'impression aux uns aux autres. Quand vous lancez des opérations de fonds de récolte d'argent, ces gens se mobilisent énormément pour vous apporter du soutien. C'est ça peut-être qui fait qu'il y a comme une confusion entre le MRC et la base. Il n'y a pas de confusion à avoir. Je rencontre tous les Camerounais de toutes les opinions, y compris ceux du RDPC. Les gars de la base, c'est des Camerounais. Au nom de quoi je ne leur parle pas? Mais M. Tongo, vous savez aussi les... Mais vous savez, M. Vous rencontrez aussi les cadres du RDPC? Les ministres du RDPC. Vous les rencontrez? Je peux les voir. De quoi parlez-vous? Non, écoutez, si un ministre de M. Paul Biya demande à me voir, je vais le voir. C'est un Camerounais comme moi. D'accord. Voilà. Donc, il faut qu'on arrête de faire comme s'il y avait deux Camerouns. Le dernier reportage... Des bons et des mauvais. Nous, au MRC, on dit qu'on tend la main à tout le monde, on écoute tout le monde et on parle à tout le monde. Le dernier reportage de l'émission parle de cette bonne nouvelle 30 ans après pour les lions indomptables des années 90. On les a oubliés, les chefferies. On y revient tout à l'heure, en un mot. Les lions de 90 pour lesquels Makeda Edi Nyotom s'interroge sur le statut alors que le président de la République leur offre des maisons en guise de récompense de leur exploit du mondial de cette année-là. Suivez plutôt. Le décès le 31 juillet dernier à Yaoundé de l'ancien capitaine des Lions indomptables Stéphane Tato remet sur la table la problématique du statut que le Cameroun accorde aux anciens footballeurs une fois que ceux-ci ont raccroché les crampons. Pour le mondialiste 90 François Mambiyik, ces anciens joueurs ne sont pas abandonnés par le gouvernement. Ces joueurs, non, on ne peut pas dire qu'on a abandonné. C'est vrai qu'on espère toujours mieux. Pour certains de nous autres, on ne peut pas dire que le gouvernement nous a abandonnés. Personnellement, ça fait 2 fois que je suis en équipe nationale, nommé par le gouvernement. Roger Mila est ambassadeur, donc il y a quelques joueurs comme ça.
Un avis que ne partage pas entièrement son ancien coéquipier Emmanuel Mabouankesak. Depuis la France où il s'est reconverti dans l'entraînement, l'ancien coéquipier de Stephen Tato estime que les anciens joueurs ne bénéficient pas d'un statut particulier auprès du gouvernement, encore moins auprès de la Fédération camerounaise de football. Mais pour le cas, tout le monde ne va pas devenir entraîneur. Il y a l'administration du football que Tato, comme il me disait toujours, moi je veux travailler à la fédération, c'est mon objectif principal. C'est vrai qu'après le Japon, et vous savez bien qu'il est parti au Japon assez tard, mais même comme ça, il m'a dit, je veux travailler pour mon pays, je veux être à la fédération. Il n'a pas pu. Il faut aussi savoir qu'il y a des salaires en pays. On parle de 10 ans. Moi, j'ai fait 5 ans à la fédération, je n'ai pas touché un salaire. À un moment, si je n'étais pas venu en Europe, ou bien si je n'habitais pas ici, j'aurais peut-être eu la même chose que lui, comme d'autres footballeurs qui souffrent. Et face à cette souffrance des anciens joueurs, le mondialiste 90 et 94 propose à l'État de voir dans quelle mesure octroyer des facilités à ceux-ci après leur carrière. Un mot sur les relations chefferie traditionnelles et autorités administratives, à l'aune peut-être de ce qui s'est passé dans les hauts plateaux. Oui, je peux le dire en un mot, parce que j'aurais voulu élaborer dessus, mais il faut simplement que les textes changent. C'est le texte de 77 sur les chefferies qui fait problème. Dans ce texte, les chefs sont présentés à l'article 20 comme des auxiliaires de l'administration. Et à l'article 29, il est prévu que l'administration peut les sanctionner, soit des blâmes, des rappels à l'ordre, des suspensions et même des destitutions. Donc nos chefs aujourd'hui sont vraiment considérés par l'administration comme de simples auxiliaires et qui peuvent avoir des sanctions. Merci. Alors que c'est le peuple qui les choisissent et les mettent chefs. Et plus loin, l'administration se donne le pouvoir de les démettre, ce qui est un problème de forme, un parallélisme. Merci. Donc je pense qu'il faut simplement qu'on prenne une vraie loi, pas un décret, parce que ces gens sont régis par un décret des chefs d'État, mais qu'il y ait une loi à l'Assemblée qui puisse régir le statut des chefs et qu'ils aient un vrai pouvoir. Sur les réponses de Femme Dongo à Maurice Kamto, tout le temps, après chaque sortie. Aux Femme Dongo, je pense qu'il aime lire Kamto. Alors, on vient de faire un peu plus de 52 minutes. Jamais au cours de cette émission, je vous ai entendu dire président élu. Est-ce un secret? Est-ce une signature? Pour vous, Maurice Kamto a-t-il cessé d'être le président élu? Vous voyez, vous aimez le fétichisme des mots. Simplement. Oui, vous aimez le fétichisme des mots. Nous disons que le road-up électoral est encore là devant nous. Merci, Maître d'hier, voilà. Et donc, si je l'ai dit, vous aurez bien dû comprendre ce que ça traduit derrière ma pensée. Merci infiniment, Maître Sim. Je vous en prie. On aura l'occasion certainement de commenter autrement ou à d'autres occasions pour me redire l'actualité. Avec un grand plaisir. Bon retour sur Yaoundé. Je vous en prie. Bon début de semaine à vous, mesdames et messieurs. Dès demain, lundi, une nouvelle semaine commence. Je vous retrouve dimanche prochain à 19h. Bonsoir.